sont mises en sécurité parce qu'il s'agit là d'une insécurité alimentaire pour beaucoup de Camerounais et même d'une insécurité sociale. Parce que quand on vient taxer le peu que vous aviez déjà, et je le dis pourquoi. Parce qu'il ne faudrait pas perdre de vue que dans cette chose-là, c'est les associations, les fondations, parce que les fondations aussi sont intégrées, les clubs. Je parle d'une fondation célèbre Interprogress qui organise Yafé. En vérité, qu'est-ce qui se passe très souvent? Lorsqu'on taxe ces entités, mais qui paye les pots cassés? C'est nous, les consommateurs. Parce que si la tontine avait des biens, je parle parfois de foyers, parce que la plupart des associations ont des maisons qu'on appelle foyers, et très souvent ces maisons sont mises en location les week-ends pour les mariages, et même aussi pendant les périodes de fête pour organiser le 24, 25 décembre, le 31 et le 1er janvier. Pour les fêtes, ça devient des sortes de bars, de salles dancing, des lieux de danse où la jeunesse vient danser, vient se mouvoir. Alors, on va taxer ces impôts-là, ces activités, ces associations, qu'est-ce qui va se passer dans le fait? C'est que si la salle était louée dorénavant à 100 000 francs, j'avance comme ça, il va de soi que l'association qui a ces salles va augmenter le loyer à 150 000 ou 200 000 francs. Je prends le cas maintenant de cette période-ci, où c'est le fait et nos enfants iront danser dans ces foyers-là, qui appartiennent aux associations. Lorsque la loi entrera en vigueur l'année prochaine, et lors des fêtes prochaines, si les enfants avaient pour coutume d'acheter le ticket d'entrée à 500 francs, ils vont l'acheter à beaucoup plus cher. Ça va monter à 600 ou à 700 francs. Or, quand l'État taxe comme ça, l'État ne devrait pas perdre de vue que, en fait, ces tontines, ces clopes, ou même les entreprises répercutent toujours sur le consommateur final. Donc, en fait, c'est la vie chère, plus chère même encore qui s'annonce au Cameroun en 2022. Parce que ces associations, elles n'ont vraiment pas de problème. Il suffit juste qu'elles augmentent les coûts de leurs prestations ou bien de leur salle, de trucs, et une partie de nos impôts. Et celui qui loue la salle, lui aussi va répercuter cela sur le consommateur final. Donc je pense que ce n'est pas cette solution que l'État camerounais devait envisager. Je pense qu'il fallait laisser ce côté-là, parce qu'au final, c'est le consommateur qui traite. Et moi aussi, j'ai également quelque chose que j'observe. Je ne suis pas un expert de questions fiscales. Mais quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que la mission même de la Direction générale des impôts, c'est de faire quoi? C'est de surtaxer le citoyen. Et j'ai même l'impression que notre économie nationale ne repose pas sur la production, mais sur la fiscalité, sur la surtaxe, sur la pression fiscale. Or, prenez un pays comme l'Éthiopie. Je parle de l'Éthiopie d'avant, pas l'Éthiopie de maintenant qui est en guerre. C'est un pays où on peut parler, on appelle ce type de pays, ce sont des paradis fiscaux. Parce que là-bas, il y a moins de taxes. Vous créez une entreprise, vous n'aviez pas à faire aux taxes. Au contraire, le gouvernement vous accompagne. Le gouvernement vous accompagne quand vous créez une entreprise en Éthiopie. Le gouvernement vous accompagne. On vous donne des facilités. Si vous voulez créer 50 emplois, on vous donne des facilités pour vous permettre d'en créer 60 et de faire développer l'économie. Et c'est ce qui explique que l'Éthiopie, avant l'arrivée d'Abiy Ahmed, le premier ministre actuel, qui est arrivé et qui a joué avec les allumettes, on voit ce que ça donne. C'est-à-dire que l'Éthiopie s'est industrialisée à une vingtaine d'années. Le nombre d'industries qui ont été créées en Éthiopie. Et ça a eu un avantage social parce que les industries créent l'emploi. Et l'emploi crée des hommes qui peuvent se suffire dans la société. C'est-à-dire vous aviez un salaire, ça permet de tenir. Donc il y a l'emploi que ça crée et il y a la lutte contre la pauvreté aussi. Voilà le modèle que l'Éthiopie a choisi avant que c'est pas ce qui... Bon, au Cameroun, on assiste à l'effet inverse. C'est-à-dire que quand le gouvernement a besoin d'argent, au lieu de faciliter la création d'entreprises, je pense plutôt qu'il faudrait aller taxer. Oh, on appelle cela, je crois que c'est ce que le gouvernement appelle, on appelle ça élargir l'assiette fiscale. Exact. Voilà la politique fiscale au Cameroun. On élargit l'assiette fiscale. Or, ailleurs, on faut plutôt élargir le tissu productif. Permettre aux gens de créer de la richesse. Et c'est où l'État pourrait aller maintenant. Parce que quand il y a plus d'entreprises, ça veut dire qu'il y a plus d'impôts à payer. Or, quand il y a moins d'entreprises, parce que vous voyez que le Cameroun est l'un des pays les moins attractifs en termes de faire des affaires, la destination Cameroun, on le sait très bien. Pour créer une entreprise au Cameroun, il faut réfléchir très longtemps. Or, vous ne pouvez pas avoir un climat des affaires aussi repoussant, aussi répugnant, et vous ne travaillez pas pour le rendre attractif. Or, vous êtes plutôt en train de surtaxer, d'élargir l'assiette fiscale, de taxer des activités
je pense que quand une association fait des bénéfices, quelle est la finalité? L'association reverse cela à ses membres, à ses tontines. Et ça permet à ces membres-là aussi, parfois, je voudrais chuter par là. Parce qu'il faudrait qu'on ne perde pas de vue le rôle social des tontines. Parce que derrière une boutique qui s'ouvre, ou un commerce qui s'ouvre, le capital provient soit de la tontine, soit de la diaspora. Et plus il y a des boutiques qui s'ouvrent, des commerces qui s'ouvrent, ça permet aussi un recrutement du côté des mairies. Parce que n'oublions pas que les effectifs en termes des employés augmentent du côté des mairies. Parce qu'il y a de plus en plus de taxes à recouvrir. Ces taxes-là proviennent des boutiques. Et l'argent pour ouvrir ces boutiques provient des tontines. Donc il faut voir le rôle économique que les tontines jouent. Parce qu'aujourd'hui, très peu de Camerounais ont accès aux banques. Très peu. Or, où ils peuvent trouver de l'argent. Quelqu'un qui vit avec 36 $, je dis même 36 $, quelqu'un qui gagne 36 000 le SMIC, c'est vrai qu'un ministre du Travail nous a dit qu'on peut vivre décemment avec 36 000. Mais quelqu'un sur le rôle social, justement. Mais quelqu'un qui gagne 36 000, mais il ne peut jamais donner, comme on le dit, le capital à son épouse pour tenir un commerce s'il n'est pas dans une tontine qui lui permet de bouffer quand c'est son tour, bouffer. Donc ceux qui écoutent l'émission savent ce qu'on dit bouffer. Bouffer, ça veut dire au moment où c'est votre tour, vous percevez de l'épargne collective. Il peut se retrouver avec 200 000. Et on peut bien faire des choses avec 200 000, comme ouvrir un petit commerce. Donc c'est ça le rôle de la tontine. Aujourd'hui, quand on va de ce côté-là, on met la pression fiscale. Alors, ça peut provoquer le fait que les Camerounais, certains se détournent de la tontine. Que bon, parce qu'il y a aussi des informations qui circulent. Ce n'est pas l'épargne que vous touchez qui sera taxée. Ce sont les revenus que la tontine génère, comme la mise en location des salles, les locations aussi des chaises et des tentes. Mais ce qui est sur le surcoût aussi social sera intéressant parce que si vous surtaxez la location des chaises, si on pouvait louer une chaise à 200 francs la journée, il va de soi qu'on va la louer à 350, 400 francs. C'est-à-dire que on sera en plein dans la vie chère. Sur le marché, le riz coûte déjà cher, le poisson coûte cher, la farine coûte cher, le bâton de manioc coûte cher. Maintenant, même pour... tout à l'heure, je parlais d'un deuil, je sors d'un deuil, il y avait des tentes et des chaises là-bas. Mais imaginez que même pour organiser votre deuil, avec cet impôt-là, si vous avez l'habitude de louer une chaise à 100 francs la journée, vous devez maintenant la louer à 150 francs. Imaginez donc, c'est-à-dire que ça... D'accord, c'est entendu. C'est rendre de plus en plus la vie chère au Cameroun. Et c'est une loi. Est-ce que le capitalisme néolibéral ne peut pas finalement tuer la solidarité, la socialité et la spiritualité africaine? Non, je crois que, toute proportion gardée, il ne faut pas désinformer les Camerounais. Il faut donner la vraie information aux Camerounais. Et je crois que Thierry a dit un certain nombre de choses qui sont en même temps vraies, en même temps discutables. Ce qu'il faut préciser, parce que pour que les Camerounais comprennent, c'est que cette loi n'entame pas la collecte de l'épargne et la répartition de l'épargne. Il n'y a pas de problème. Parce que vous savez que nous tous nous sommes dans des tontines, dans des associations, que ce soit au niveau villageois, au niveau purement familial, au niveau régional ou tout autre, ou social. Dans tous les cas, nous sommes tous chacun dans une association. Alors, et dans une tontine. Alors, on collecte de l'argent et on repartit, n'est-ce pas, en fonction de qui a gagné le premier et qui va gagner le dernier. Là, il n'y a pas de problème. La loi est claire là-dessus. Là où c'est discutable, et là où Thierry a parlé de ça, c'est lorsque nous sommes une tontine, nous sommes une association, que nous posons des actes de commerce ou des activités commerciales. Oui. C'est là où il y a problème. C'est là où les impôts peuvent s'intéresser à ça. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal que les impôts s'intéressent, n'est-ce pas, aux activités commerciales, parce que lorsque vous êtes un seul individu, une entité unique, un individu, lorsque vous posez des actes de commerce, lorsque vous posez des activités de commerce, vous vous êtes soumis à un certain nombre d'impôts. Maintenant, quand c'est un groupe, c'est tout à fait normal que le groupe soit également soumis à l'impôt. On ne peut pas être dans un pays où il y a deux poids, deux mesures. Il ne faut pas faire tout pour
complètement, n'est-ce pas, pour négliger ou pour tuer l'entreprise individuelle. Vous avez parlé de libéralisme, n'est-ce pas, néolibéral, ou du capitalisme néolibéral. Exact. Oui, oui, oui. Le capitalisme, effectivement, est la possibilité, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, à chaque individu, n'est-ce pas, d'entreprendre une activité économique. Ça peut être sur le plan individuel, ça peut être sur le plan collectif. Maintenant, si sur le plan individuel, vous entreprenez des activités commerciales, que vous êtes soumis à un certain nombre d'impôts dans votre pays, et que vous régulez, que vous travaillez normalement, que vous payez vos impôts et que vous gagnez votre vie normalement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison que si à côté de vous, un groupe de personnes soit également, entreprend également des activités commerciales et vous ne voulez pas qu'on puisse taxer ce groupe d'impôts, ça veut dire que là, ce sera 2 poids 2 mesures. Ça veut dire que c'est la concurrence déloyale, et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que dans notre société, certains qui sont des individus, qui sont des entrepreneurs, qui sont des commerciaux, qui puissent, n'est-ce pas, être soumis à l'impôt et que, par contre, de manière à côté, que nous soyons un groupe, que nous posions également des actes de commerce, des activités commerciales et que nous ne soyons pas soumis à l'impôt. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'il ne faut pas et c'est ça, et c'est même ça le problème. Oui. Et c'est même ça le problème. Et c'est là où il faut discuter. C'est pour ça qu'il faut être de bonne foi. Et je crois qu'il faut expliquer ça également. Comme il n'aime pas raison. Il n'aime pas normal que dans une société comme la nôtre, nous sommes dans une PT, dans une tontine, dans une association, et que nous posons des actes de commerce liés par exemple à l'usure de l'argent. Et qu'il faut absolument que nous ne puissions pas être taxés, que les impôts ne s'intéressent pas à ça. Est-ce que c'est normal? Vous-même, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il ne faut pas revoir le statut juridico-légal des associations au Cameroun? Pardon? Est-ce qu'il ne faut pas revoir le statut juridico-légal des associations au Cameroun? Non, moi je crois qu'il faut préciser, il faut davantage donner des précisions sur les activités que nous posons, qu'il y ait une ligne claire entre, n'est-ce pas, les actes civils, les actes commerciaux, les actes bancaires, un certain nombre de choses. Parce que ce que nous faisons, c'est constamment ce genre de choses. Et je crois que, puisque nous sommes dans la modernité, nous sommes en pleine économie, vous l'avez dit, néolibérale, il n'y a pas de raison que nous vivions dans un contexte où il y a la concurrence déloyale, où il n'y a pas, n'est-ce pas, il n'y a pas la juste mesure, et que c'est vrai que ce qui caractérise un peu l'économie néolibérale, c'est la voie de l'offre et de la demande. Mais je crois que tout ça, c'est quand même régulé. L'État est là pour apporter un certain nombre, n'est-ce pas, de régulations pour ne pas que certains effets pervers, n'est-ce pas, puissent entacher la marche de cette économie. Donc moi, je crois qu'il faut expliquer un certain nombre de choses aux Camerounais. Il faut expliquer ça de manière claire pour que tout le monde, n'est-ce pas, soit rassuré qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de la collecte et de la répartition, c'est pas ça qui est taxé, mais il s'agit, n'est-ce pas, des actes de commerce qui sont posés ou des activités commerciales qui sont posées qui peuvent être taxées, que ce soit par un individu seul ou par un groupe d'individus. D'accord, alors, oui, Thierry aussi, vous souhaitez réagir à l'intervention de Sa Majesté Patrick Oudonto? Je voudrais réagir parce que lui, n'a pas pris la mesure des conséquences sociales de cette taxe-là. Vous savez, il faut parfois être en détresse, avoir un genou à terre pour savoir le drame qu'on vit lorsqu'on ne peut pas recevoir de l'aide quelque part. Tout à l'heure, je parlais de la douleur du mère qui se prépare à enterrer son fils. Cette douleur-là, quand vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas en parler. Les activités que cette tontine met, je parle de la location des tentes, des chaises et même la mise en location du lieu où parfois elle se réunit pour siéger, où elle siège. En vérité, cet argent-là sert à quoi, Serge Mébicol? Nous sommes dans un pays où très peu de Camerounais ont accès à la couverture santé. C'est un fait. Où est-ce que les gens prennent l'argent pour se soigner très souvent? C'est à la tontine. Et où est-ce que la tontine prend cet argent? C'est parfois dans ces activités de location-là. Oh, voilà l'impact social. Il y a même des gens qui ont besoin de composer des dossiers pour des concours et autres. C'est dans les tontines qu'ils vont chercher de l'argent. C'était un besoin de capital, un petit capital pour faire le commerce. Vendre des arachides, vendre des oranges. C'est dans ces tontines. Oh, ces extracts que les tontines font.
l'État devait plutôt voir l'impact social de cet argent-là. Pourquoi vous voulez surtaxer les activités-là alors que vous n'êtes pas capable de donner une couverture santé aux Camerounais? Pourquoi vous voulez surtaxer les tontines alors que vous êtes incapable de donner de l'emploi aux Camerounais? C'est avec l'argent des tontines que beaucoup achètent des motos, même des taxis. L'État est incapable de faire en sorte que les Camerounais, quel que soit son revenu, des pays comme le Maroc l'ont fait. Au Maroc, tu n'as pas besoin d'être fils de riche ou d'avoir une terre. Dès que tu as un projet, tu vois le ministère concerné et le ministère concerné te met en relation avec une banque. L'État camerounais ne l'a pas fait. La banque des pauvres, c'est les tontines. C'est là où les Camerounais vont chercher de l'argent pour acheter une moto, pour se soigner, pour faire des dossiers lors des concours administratifs. Et même parfois, certains vont souvent dans les tontines pour prendre un peu et venir payer leur loyer. Je dis bien payer leur loyer. Donc, en vérité, cette loi, c'est une menace à la paix sociale. L'État doit fermer les yeux sur cette activité-là. Parce que là, vous commencez à bien parler, fermer les yeux. L'État doit fermer les yeux. C'est-à-dire que l'État peut fermer les yeux, mais sachez que l'État est en droit de manière un certain nombre de choses. L'État peut fermer les yeux, nous sommes d'accord. Parce que nous sommes d'accord que sur le plan social, sur le plan social, parce que vous nous faites monopoliser la parole. Parce que sur le plan social, effectivement, les activités de tontine, c'est pour nous tous. Bon. Et ça aide tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, n'est-ce pas, une justice qu'il faut pouvoir préserver. Et l'État est là pour préserver, n'est-ce pas, la justice sociale. Et Serge Bicot, je voudrais finir par là, parce que certains experts ont fait des calculs. Par exemple, bon, si l'État taxe les tontines, combien il va récolter par an? On est dans presque 56 milliards de francs. Ah bon? 56 milliards, c'est même pas important, ça ne représente rien. Oh, il y a des endroits où l'État peut actionner. Parce que vous pouvez pas, vous êtes incapable de donner une couverture santé à vos populations. Ces gens-là ont recours à la tontine pour se soigner. Et vous venez encore prélever. La tontine ne crée pas de l'argent. Mais la tontine a certaines activités qui lui permettent d'avoir quelque chose dans la caisse pour aider socialement ses membres. Et ses membres sont des Camerounais. Donc ce n'est rien. Oh, par contre, l'État d'abord peut commencer par lui-même, par réduire son train de vie. Nous avons un gouvernement pléthorique. On va revenir sur cette solution tout à l'heure. Maurice Komo, bonjour. Bonjour, c'est Jérémy Picot, bonjour à mes companélistes et puis bonjour à tous vos nombreux auditeurs. Esprit comptable et par ailleurs communicant du merci. Quel est le regard que vous portez sur cette nouvelle loi d'imposition des associations tontines et autres? Non, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas une loi nouvelle. Parce que les gens font comme si ça n'existait pas. C'est une vieille loi. Et moi, je parle en connaissance de cause et ex-qualité parce que, comme vous l'avez souligné, je suis comptable fiscaliste et donc tout ce qui a trait aux impôts, je le traite au quotidien dans le cadre de mon activité professionnelle. Ce qu'il faut dire, et là peut-être, je vais être une fois d'accord avec le RDPC. Ah bon? Parce que les gens autour de ce... là, c'est le technicien qui parle. Exact. Parce que les gens autour de cette affaire... C'est pour ça que vous avez été convié à ce débat. Comme si l'État n'est pas dans son rôle. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a des régimes d'imposition. Et le dernier régime, qui est le régime donc lié aux activités des associations, donc aux activités à but non lucratif, existait bel et bien dans le Code général des impôts depuis 2016. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que il arrive bien évidemment que dans le cadre de leur activité, c'est-à-dire si on prend le cadre des associations et même des ONG, leur activité à but non lucratif n'est pas taxée. Mais l'État a bel et bien observé que dans le cadre de ces activités, elles posent des actes économiques au quotidien. Et ce sont ces actes-là que l'État veut taxer. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si une association, à un moment donné, par le biais de ses membres, achète peut-être les tables et loue, ou achète comment on le voit, des couverts et loue aux gens, ça c'est une activité économique qui est censée être taxable. Parce que ce n'est pas l'activité première de l'association, qui est une association effectivement à but non lucratif. Ce que je voulais dire, c'est que si l'État voulait quand même
appliquer dans sa rigueur le Code général des impôts, c'est que le Cameroun est en guerre. Je peux vous le rassurer. Prenez par exemple les petits commerces, ceux qu'on appelle les activités qui appartiennent au régime de l'impôt libératoire. Oui. Les coiffeurs du quartier, les vendeurs, dans les pousses, les brouettes et tout ça. Est-ce que vous savez que dans le Code général des impôts, il est clairement dit que tous ces gens-là doivent payer l'impôt libératoire. C'est-à-dire que des gens qui vendent les choses dans les brouettes là, qui poussent, qui vont de quartier en quartier, si quand vous arrivez dans un quartier, parce que quand tu fais cette activité, tu devrais déclarer soit à la mairie ou soit aux impôts, selon le cas. C'est-à-dire que normalement c'est aux impôts, mais si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas les services des impôts, la mairie joue ce rôle. Donc vous êtes censé payer l'impôt libératoire sur cette activité. Vous pensez que si on arrêtait tous les gens qui vendent à la sauvette là, et on dit où est votre impôt libératoire? Parce que la loi précise également qu'en termes de sanctions, s'ils ne présentent pas, il faut saisir la marchandise. Vous pensez que si l'État fait vraiment ça, les gens vont s'en sortir? Moi, je dis non. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, on peut questionner, je veux dire, la pertinence du projet actuellement dans le contexte qui est le nôtre. Mais ne pas dire que l'État n'est pas dans son rôle de réclamer un impôt qui est dû par une association, même si elle est créée à but non lucratif, mais exerce des activités qui sont taxables selon la loi. Donc je voulais faire cette première précision. Maintenant, les gens peuvent dire oui, vraiment ça ne va pas, pourquoi l'État peut aller réclamer même l'argent des tontines et tout ça. Oui, ça c'est une autre chose, mais précisons que l'État est dans son rôle de le faire. D'accord. Alors, également autour, lorsqu'il rejette un regard notamment sur votre tribune, l'on se rend davantage compte que vous réclamez que cela soit applicable à l'ensemble des différents opérateurs. Vous avez notamment relevé que ce qui se joue avec cette nouvelle imposition des tontines va au-delà de l'impératif d'être en règle avec ce qui revient à César. Et vous réclamez d'ailleurs que le BILFI et le traitement général des impôts ne s'occupent pas seulement du Dieu des réseaux sportifs, mais qu'ils pensent également dans les niches des paroisses catholiques, des messes, des cultes, des chapelles protestantes, des pasteurs de toute tendance, pentecôtistes et évangélistes, de même que chez les orthodoxes, ainsi que dans toutes les mosquées, chez les marabouts, ou encore ce que vous avez appelé les gagas. Je le dis parce que dans la perception qui était la nôtre, en tout cas au FDC, et c'est peut-être bien, sauf que ça n'apparaît pas dans le texte de l'État, qu'on dise que ce sont les activités économiques de ces entités associatives qui seront taxées. Or, comme ils ont dit toutes les entreprises, et qu'on sait aussi par expérience que l'État n'a pas pour habitude d'entrer dans les milieux religieux qui font aussi beaucoup d'argent, Oui. qui louent effectivement ces matériels, des chaises et autres, qui louent des salles pour le mariage, qui louent la logistique pour cet ensemble de choses, et que à l'intérieur de ces entités, on pratique de l'épargne, on pratique de la tontine, on tontine effectivement, et que comme l'État est à la recherche de l'argent, les tontines des petites activités génératrices de revenus, nous voulons bien nous soumettre à la loi, que tout le monde soit soumis à cette loi, et qu'il était donc normal que les églises soient taxées. Encore que sur le plan même strictement de l'observation, les églises devaient être taxées depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps dans ce pays. Les églises, toutes les tendances confondues, devraient être taxées parce qu'elles mènent des activités économiques au quotidien. Donc, la loi, dans son esprit, M. Kemou a dit qu'elle existait depuis, est un peu abusive lorsque j'ai démontré qu'en amont, on paye déjà l'impôt. On paye déjà cette taxe, notamment avec la TVA. Maintenant, il y a d'autres impôts, l'impôt sur le revenu. Oui, l'État est dans son rôle. Mais il ne faut pas que l'État pousse les Camerounais dans cette entité. Et ce qui est intéressant, c'est que le capitalisme néolibéral s'exprime à travers un certain nombre d'entités qui sont visibles. Et maintenant, le point qu'on a développé, on parlait de la spiritualité africaine. Cette spiritualité africaine, c'est cette solidarité qui continue d'exister, qu'on ne retrouve pas dans le système du capitalisme. Et cette solidarité, c'est de la spiritualité. Donc, si
par solidarité pour le système de l'élargissement de l'assiette fiscale, on devrait contribuer pour aider l'État à assumer ses charges, qu'on entre dans les églises et dans les associations religieuses aussi. C'était là un peu l'explication de ce que vous venez de dire. D'accord. Alors, Thierry Duty, finalement, on se rend compte qu'il faut aujourd'hui revoir le mécanisme de fonctionnement de l'État parce qu'il y a même certains qui ont estimé qu'il faut revoir même le budget de fonctionnement et d'investissement de l'État du Cameroun au lieu d'aller davantage surfer sur l'élargissement de l'assiette fiscale. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est toute la philosophie fiscale qu'il faut remettre en cause. Ce n'est pas les lois qui existent. Ces lois-là sont le produit d'une philosophie fiscale qui est taxée, qui est de taxer le citoyen. Il faut taxer le citoyen. Oh, maintenant, il faut une fiscalité de développement. Et les pays qui aujourd'hui ont pu créer de la richesse, qui ont pu s'industrialiser, ils ont mis l'accent sur la fiscalité de développement. C'est-à-dire que le fisc est là pour vous aider en tant qu'entreprise à passer de 10 à 50 employés. Et même aussi dans des pays qu'on peut dire capitalistes comme les États-Unis. Lorsque vous faites des dons, lorsqu'un agent a un usage social, cet argent est défiscalisé. Il y a des dons défiscalisés. L'argent des tontines, c'est comme des dons. L'État devait s'interroger sur l'impact de cet argent-là. Des gens vont à la tontine chercher de l'argent parfois pour payer des soins à l'hôpital. Vous savez qu'aujourd'hui, nos hôpitaux sont devenus des prisons. Oh, il n'y a pas un organisme public qui donne de l'argent aux malades indigents pour qu'ils puissent sortir de ces prisons hôpitaux. C'est de la tontine. Oh, l'État devait réfléchir sur l'impact social de ces tontines-là et défiscaliser même l'activité commerciale de 10 tontines. Comme ça se voit dans des pays capitalistes comme les États-Unis. Ne soyons pas quand même plus royalistes que le roi. Le capitalisme n'est pas né au Cameroun. Ne cherchons pas à vouloir tout taxer. Quelqu'un vend 4 oranges, on dit que non, il faut qu'il paye l'impôt libératoire. Mais quand même, voir l'impact que son commerce-là peut réaliser. Grâce à la vente de ces 4 oranges, il envoie ses enfants à l'école. C'est tout ça aussi. Et son activité lui permet de ne pas être un voyou, de ne pas être un bandit. Donc je pense que c'est ce regard que le gouvernement camerounais devait avoir. C'est ça aussi, il faut changer de philosophie fiscale. Il faut une fiscalité qui accompagne l'entreprise, qui accompagne même le citoyen à évoluer. Et il faudrait que le gouvernement regarde la tontine comme des partenaires. La tontine, c'est un partenaire pour ce gouvernement. S'il n'y avait pas de tontine, je vous assure que ce gouvernement aurait beaucoup de problèmes. Problèmes de chômage. Comme je vous ai dit, derrière chaque commerce qui s'ouvre, soit c'est l'argent provient de tontine, ou bien de quelqu'un qui est de l'autre côté, on dit la diaspora, qui envoie des prêts. Donc, comprenons que nous sommes dans un environnement où l'État ne peut pas tout faire. Alors, mais que l'État ne pense pas que son rôle, c'est d'aller déjà prendre aux pauvres le peu qu'il a. Donc, on peut défiscaliser l'activité commerciale que les tontines font. Parce que cette activité, c'est un but social. C'est le Camerounais qui bénéficie de ça. Le petit Camerounais, celui qui n'a pas accès aux banques, celui qui n'a pas accès à la couverture santé, celui qui veut lancer une entreprise et qui a besoin d'un capital. Donc, je ne remets pas en cause le caractère légal de cette loi. Ce que je remets en cause, c'est la philosophie fiscale qui a enfanté de cette loi. Vraiment, le Cameroun n'en a pas besoin. Alors, Maurice, comme je reviens à vous, est-ce qu'il faut revoir aujourd'hui la philosophie fiscale de l'État du Cameroun? Non. Ça, je sais pas, c'est les gros mots qui ne veulent pas, je sais pas ce que c'est. Les pays du monde. C'est tous les pays du monde actuellement. C'est-à-dire que pour un système fiscal qui fonctionne bien, c'est-à-dire que des systèmes fiscaux incitatifs dans tous les pays du monde entier, et que ce soit les impôts qu'ils ont énumérés tout à l'heure, la TVA ou l'impôt sur le revenu, tous les systèmes fiscaux du monde pratiquent, n'est-ce pas, la collecte de cet impôt-là. Mais ce qu'il faut dire, pour clarifier les choses, c'est que tant que la loi dit que si vous réalisez des activités économiques, quelle que soit l'entité qui réalise cette activité, vous devez payer l'impôt lié à l'activité économique que vous réalisez. Parce que vous et moi, on est tout à fait d'accord sur ce plateau que les organismes à but non lucratif, donc les associations et les ONG,
dans le cadre de leur activité au quotidien, posent des actes économiques. Vous comprenez un peu? Oui. Et je vais aller vous dire, moi j'ai une association qui s'appelle Fondation Citoyenne pour la promotion du développement. Et nous gagnons des marchés avec, parce que vous savez que les ONG internationales, les organismes internationaux, très souvent donnent des marchés, vraiment des mini-marchés pour faire vivre ces associations aux associations. Donc, moi, il y a dernièrement, j'ai gagné un marché à GIZ avec mon association. GIZ te demande les impôts que tu, avant de te faire ton virement là. Mais il faut payer parce que les gens sont en train de croire que ce n'est que les associations de quartier là. Non, c'est pas seulement ça. Il y a par exemple le PNDP, actuellement d'ailleurs, qui a lancé un marché dans les 360 communes, et ce n'est que les organismes à but non lucratif qui soumissionnent à ces marchés. Vous comprenez? Pour faire des plans communaux de développement. Ce n'est que les associations et les ONG nationaux qui justement participent à cet appel à manifestation d'intérêt. Mais quand vous gagnez donc des marchés de 2, 3 millions, 4 millions pour faire des plans communaux de développement, c'est un marché. Et vous devez donc payer la TVA et l'IR sur ce marché. Ce que la loi est venue préciser, c'est que ce régime-là, qui n'était pas clair avant, et qui faisait qu'il y avait des difficultés pour les tenants de ces associations d'obtenir des documents fiscaux. Parce que quand vous voulez soumissionner à ces marchés, oui, on vous demande une carte de contribuable. La carte de contribuable, comme je vous l'ai dit, il y a 3 régimes, l'impôt libératoire, le régime simplifié et le régime du réel. Mais maintenant, il fallait un régime propre aux organismes à but non lucratif. Et il était difficile pour ces organismes d'obtenir ces documents. C'est-à-dire que la carte de contribuable, ce qu'on appelle maintenant l'attestation d'immatriculation et l'attestation de non-redevance, qui est un document qui montre qu'en fait tu as règle avec l'administration fiscale et que tu as payé tous tes impôts. Donc il était difficile pour l'administration fiscale de délivrer ces documents. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la loi est venue clarifier et maintenant, vous pouvez obtenir en ligne dans le site des impôts une attestation d'immatriculation ayant pour régime un régime de non-imposition, c'est-à-dire lié à votre activité d'association. Donc, vous avez une attestation d'immatriculation et donc le régime est, vous n'êtes pas imposé en réalité. Voilà. Bon, ça, maintenant, avant également, c'était difficile d'obtenir la non-redevance. Et comme on est en train de digitaliser les services fiscaux, oui, vous devez obtenir votre non-redevance en ligne. Quand GIZ, je ne sais pas n'importe quel organisme, vous avez fait un marché, il vous demande vos documents qui montrent que vous êtes en règle avec l'administration fiscale. Avant, il était difficile d'obtenir ces documents. Donc maintenant, la loi est venue clarifier et ça va permettre que ces associations vont entrer dans le système des impôts et ça va faciliter l'obtention de leurs documents. Une autre chose pour sortir, oui, c'est qu'il ne faudrait pas que tous les débats on met un peu le cœur, comme on dit au quartier, il ne faut pas mettre le cœur dans tous les débats. Moi je dis encore que l'État est dans son rôle, parce que si on veut un État fort qui travaille pour nous tous, c'est pas parce que l'État laisse faire que ça veut dire que c'est permis. Il faut qu'on soit d'accord pour ça. Moi, vous savez que je suis du RDPC parce que peut-être je ne peux pas. Du MRC. MRC. Vous savez que je suis du MRC et je peux parler comme ça. C'est un lapsus. Je peux parler comme ça et les gens pensent que Maurice que moi on l'a déjà acheté. J'ai dit encore que j'y joins ma casquette de technicien de la chose fiscale. Donc moi je dis encore que c'est pas parce que l'État laisse faire. Je vous le dis mes chers frères, si on arrête tous les pousse-pousse qui passent là, qui vendent les choses, le Cameroun peut être en guerre. Si on arrête tous les gens qui vendent, mais la loi précise qu'ils doivent payer l'impôt. C'est-à-dire que si tu as payé à Yaoundé 1, dans la commune de Yaoundé 1, quand tu pousses ton pousse-pousse là pour aller dans une autre commune, là-bas, les gens de la mairie de là-bas peuvent te demander de montrer ton impôt libératoire pour qu'on te laisse circuler. Si tu n'as pas, la loi dit qu'on est censé arrêter ces marchandises et les garder. Donc, imaginez qu'on pratique le code général des impôts
c'est que vraiment le Cameroun, mais maintenant, on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, dire, bon, pourquoi l'État veut taxer les associations, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on ne peut pas élargir l'assiette fiscale sur d'autres secteurs d'activité au lieu de vouloir taxer les associations? Oui, parce que dans ce débat-là, il y a des réactions des leaders politiques. Il y a les gens Robert Wafou qui dit par exemple que le pouvoir de Yaoundé rejette des niches budgétaires en réduisant le train de vie de l'État. Et c'est tout. On ne saurait appauvrir les plus pauvres pour enrichir les plus riches, dit-il. Tenez par exemple les dépenses courantes dans le budget général de l'État pour 2022. Dépenses de personnel, 1138 milliards de francs CFA. Autres dépenses de personnel, 40,755 milliards de francs CFA. Autres dépenses de personnel signifie quoi exactement? S'interroge-t-il. Dépenses de biens et de services, 858,6 milliards de francs CFA, dont 66,38 milliards de francs CFA pour l'eau, l'électricité et le gaz, 80,34 milliards de francs CFA pour les matières, matériels et fournitures, 58,3 milliards de francs CFA pour les frais de transport et de mission, 16,54 milliards de francs CFA pour le loyer, 59,75 milliards de francs CFA pour les frais de relations publiques et de communication. Il ajoute en relevant que acquisition et grosse réparation du matériel immobilier, 259,9 milliards de francs CFA, donc 223,4 milliards de francs CFA pour le mobilier, le matériel de logement et du bureau. Le budget de la présidente de la République et les services qui lui sont rattachés est passé de 46,5 milliards de francs CFA en 2021 à 51,2 milliards de francs CFA en 2022, soit une augmentation de 4,7 milliards de francs CFA pour un budget global de 5,666 milliards de francs CFA. Et Jean-Robert vous rappelle que le budget de l'Élysée est de 105,3 millions d'euros, environ 108,4 milliards de francs CFA pour un budget global de 250,7 milliards d'euros, environ 162,956 milliards de francs CFA. Il ajoute en relevant que les APE, les accords de partenariat économique, ont augmenté les volumes d'importation tout en réduisant drastiquement le volume des recettes fiscalo-douanières. Voilà des niches de recettes. Combien va nous rapporter ces taxes sur les produits financiers des ventes de tontines? Personne ne sait rien. Dans un pays normal et sérieux, le ministre des Finances communique à l'avance ce que rapporteront les nouveaux impôts et taxes, et des débats sont organisés à ces fins. Au Cameroun, et rien de tout ça. On prend les Camerounais pour du bétail fiscal. Après avoir appauvri les pauvres, laissez-les au moins s'organiser et se débrouiller comme ils peuvent. Cette taxe est improductive et confiscatoire. Il faut la supprimer, que Yaoundé rejette des niches budgétaires en réduisant d'abord le train de vie princier de l'État. Ça, c'est la position de Jean-Robert Wafou, qui est ministre du Chado Kabinachat de l'information et des médias du SDF. Avec ta permission à Oui, attendez, je donne la parole à... C'est ça, parce que vous ne parlez que parler de tout. Je me félicite, n'est-ce pas, de la science de M. Maurice Kemou, parce que c'est la science qui a parlé. La science qui a parlé. Et la science, elle est, dans tous les cas, elle est exacte. Il faut que les Camerounais comprennent, c'est-à-dire que nous qui avons la possibilité de nous retrouver sur le plateau pour enseigner un certain nombre de choses camerounais, que nous puissions, n'est-ce pas, enseigner au Cameroun qu'un État se nourrit d'un certain nombre de choses pour que l'État soit debout, pour que notre entité étatique vive, c'est-à-dire que pour que nous-mêmes nous puissions vivre, nous sommes, n'est-ce pas, obligés de nous soumettre aux règles de fonctionnement de tous les États du monde. Le Cameroun n'est pas un État ex nihilo. Le Cameroun, à l'exemple des autres États du monde, fonctionne, n'est-ce pas, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, un peu sur le copiage ou le photocopiage. C'est-à-dire que ce qui est fait ailleurs, nous cherchons à voir que les pays développés qui ont un système, n'est-ce pas, de fiscalité assez pointus, qui sont plus pointus que nous. Pourquoi? Parce que eux, ils sont plus pointus que nous, et que puisque nous sommes, n'est-ce pas, dans la même logique, nous essayons également, n'est-ce pas, de copier et de nous adapter par rapport à ce que nos peuples peuvent supporter comme, n'est-ce pas, fiscalité que nous copions. Dans le cas d'espèce, M. Roscoe Kemou, il a rappelé, il a dit que s'il fallait taxer tous les petits vendeurs, du petit commerce, les petits transporteurs, ceux qui ont des tables en route, et tout ça là, s'il fallait qu'ils soient tous obligatoirement soumis, n'est-ce pas, à l'impôt libératoire, ça devait être effectivement, donc c'est pour cela que de temps en temps, l'État ferme les yeux. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure,
C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure à M. Thierry que non, il faut d'abord reconnaître que l'État est dans son droit. Maintenant, quitte à l'État, l'État peut décider, n'est-ce pas, dans un sens ou dans un autre. Mais il ne faut pas condamner systématiquement l'État parce que ce que l'État fait, c'est pour que le pays puisse, n'est-ce pas, être debout. Et sur le bien, c'est pour le bien de tous. On ne peut pas être dans un pays où, lorsque vous entreprenez une activité commerciale, que vous êtes un individu, que vous êtes soumis à certaines taxes et qu'un groupe de personnes à côté de vous entreprend également une activité commerciale, ne soit pas soumis à des taxes. Non, il faut toute proportion garder, il faut être juste. C'est la raison pour laquelle il faut l'État laisser, n'est-ce pas, à la possibilité à l'État. Et je crois que le ministre des Finances et un certain nombre de personnes qui ils vont expliquer aux Camerounais exactement de quoi il s'agit. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Il ne faut pas mélanger des informations, ou il ne faut pas désinformer les Camerounais sur ce qui n'est pas. Il faut leur dire la vérité. Maurice Kimo, Oui, je voulais juste faire une précision pour dire que aucun impôt nouveau n'a été créé dans le cadre de la loi de finances de 2022 concernant les organismes à but non lucratif. Qu'on soit clair là-dessus, aucun impôt nouveau n'a été créé. Vous savez, quand une association veut même acheter, vous savez, il y a des associations qui construisent leur siège social. Mais quand vous allez sur le marché pour acheter le ciment, c'est-à-dire c'est l'argent de l'association, mais vous payez ce ciment, toute taxe comprise, donc vous payez la TVA. Vous comprenez un peu. En fait, la réalité, la TVA c'est un impôt indirect, c'est-à-dire que qui est payé en réalité par le dernier consommateur. Donc c'est nous, le dernier consommateur, qui supporte la TVA. Tout, je veux dire, achat de biens et services qui est soumis à la TVA, quel que soit celui qui l'achète, vous payez cette TVA. Quand vous et moi, nous allons sur un marché, au supermarché pour acheter un bien, excepté les biens qui sont exonérés de la TVA. Nous tous, nous payons la TVA. Quand vous achetez le bic à 100 francs, là, sachez que vous avez payé l'impôt. Parce qu'il y a des Camerounais qui pensent qu'ils ne payent pas l'impôt. Nous tous, nous payons l'impôt. Quand vous achetez un bic de 100 francs, en fait, vous avez déjà payé l'impôt dessus. Quand vous achetez, je ne sais pas, n'importe quoi dans un supermarché, hein, il y a des produits qui sont exonérés de la TVA, peut-être comme le riz et tout ça, mais il y a des produits, tout ce que nous achetons, le chocolat, il y a la TVA dessus. Donc nous tous, en réalité, nous payons l'impôt sans le savoir. Parce que celui qui vous vend ça a déjà payé ça à la base et il récupère ça sur vous. Donc en réalité, c'est vous, à la fin, qui avez supporté cet impôt-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais quand même souligner que l'État a même plutôt réduit le taux d'impôt concernant les organismes à but non lucratif. Tenez-vous bien, le taux pour leur activité commerciale, je veux dire pour leur activité commerciale, le taux d'impôt au Cameroun, c'est 30%. Les organismes à but non lucratif payent 15%. Le taux d'acompte d'impôt sur les marchés que vous réalisez, ou bien sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé pendant un mois, quand vous êtes au régime simplifié, c'est 5,5%. Ça veut dire si un mois vous avez travaillé 100 000 comme chiffre d'affaires, vous avez fait entrer 100 000 dans votre... Ce que vous payez aux impôts, c'est 5 500. Quand vous êtes au régime du réel, c'est 2 200. Mais et avant, ces organismes à but non lucratif étaient taxés à 2,2, donc à 2000, comme étaient taxés comme des entreprises qui appartenaient au régime du réel. Oui. Mais maintenant, on a baissé à 1%. Vous comprenez un peu? Donc, ce sont des améliorations qui ont été faites pour justement, je veux dire, simplifier et permettre que ces gens travaillent. Donc maintenant, je veux sortir pour dire que je voudrais, et là peut-être là maintenant on peut tirer sur l'État, qu'on reconnaisse que l'État est dans son rôle. Maintenant, vraiment, quand on veut élargir l'assiette fiscale, on peut aller chercher l'argent ailleurs. Vous savez que nous sommes aujourd'hui dans un front de guerre de tous les côtés. C'est-à-dire au nord-ouest, au sud-ouest, avec avec le Nozo, ça ne va pas. À l'extrême nord, avec Boko Haram, ça ne va pas. Il y a encore même les incursions des rebelles centrafricains au niveau de l'Est Cameroun. Donc il faut quand même dire que le Cameroun est paralysé, au moins au niveau de 5 régions. Il est tout à fait normal que l'État cherche à collecter l'impôt dans d'autres activités. Maintenant, on peut se questionner sur la pertinence, et quelqu'un a évoqué un chiffre tout à l'heure, c'est-à-dire que si on regarde les associations qui fonctionnent, au finish, combien l'État peut récolter en termes d'impôts dans ces associations-là. Je pense qu'on pouvait chercher
à récolter cet impôt ailleurs. Parce qu'il y en a, hein, il y a des secteurs d'activité là où les gens ne payent pas l'impôt et où même les gens ne statuent pas dessus parce que ça leur profite. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il y a des grands là, on peut créer un impôt sur la fortune, comme en France. Hein, que les grands comptes payent plus d'impôts, etc. Donc, on peut chercher l'argent ailleurs en instituant par exemple un impôt sur la fortune. Par exemple. Donc, moi je pense que c'est... Mais l'État est dans son rôle de réclamer. Merci en fait, Serge, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvions pas laisser passer. Parce que Quoi, par exemple? ceux qui nous écoutent, c'est des gens qui sont au quartier et qui mènent des activités comme ça. Quand on dit que l'État fait preuve de laxisme dans le domaine, je ne sais pas si M. Como a déjà fait un tour dans le marché. Faites un tour dans le marché. Vous qui parlez que l'État est généreux, l'État laisse fermer les yeux. Non, faites un tour. Parce que quand vous parlez là, il y a des commerçants, des sauveteurs qui vous écoutent. Allez vous comprendre comment ils sont harcelés de taxes dans les marchés. Ils sont harcelés. Je dis même dans des endroits incroyables. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui sont... Il ne faut pas mélanger la mauvaise foi. Je ne vous ai pas interrompu. C'est vrai, il faut pas mélanger la mauvaise foi. Attendez. Vous avez parlé, la parole. vous parlez du Cameroun. Sa Majesté Patrick Ondodo, attendez. Il ne faut pas rendre les choses difficiles. Lorsqu'on discute, il faut rendre les choses simples et il faut dire la vérité aux Camerounais. Moi, je parle Il faut dire la vérité aux Camerounais. Mais chacun se bat. Le paysan se bat. Le petit commerçant se bat. Le grand commerçant se bat. Nous sommes sur terre pour nous battre. Pourquoi voulez-vous qu'on reste sur terre et que tout nous soit donné? Non. Et que notre État doit vivre. Vous ne voulez pas que l'État vive? Thierry, tout ça, allez-y. Je répondais à cette question tout à l'heure et je vous expliquerai comment l'État doit vivre. Mais pour que l'État vive, l'État doit laisser également nous sommes ouverts, vivre. Oh, dans des marchés, vous avez des gens qui ont installé des tous les États du monde qui sont comme ça. Hein? Et même dans des endroits où il y a des... C'est pas seulement c'est pas propre au Cameroun. C'est tous les États du Cameroun. C'est tous les États du monde qui vivent de cette façon. C'est pas une spécialité camerounaise. Sa Majesté, on ne vit pas. Sa Majesté, Patrick Ondodo, s'il vous plaît. Permettez à Thierry de se dire. LDPC ne veut pas de débat. Non, on ne vit pas sur la Lune. On vit sur Terre, monsieur. Allez-y, Thierry. On vit sur Terre. Il y a des Camerounais qui ne vivent pas. Ils vivent. Vous encore, vous avez la chance de vivre. Vous du RDPC. Donc, je voudrais rappeler. Nous sommes logés à la même enseigne. Faites contrairement à ce que Maurice a dit, vraiment, les petits commerçants sont harcelés de taxes dans les marchés. Il y a des taxes de ci, des taxes de ça. Je ne peux pas les énumérer. Il y en a tellement. Et même parfois, même le petit confort auquel ils ont droit en payant les taxes là. Ils n'en ont pas. Vous voyez des marchandises qui sont posées à même des ordures. Il faut juste venir enlever les ordures. Ceux qui perçoivent l'État ne viennent pas enlever les ordures. Mais on taxe ces gens. Il ne faut pas venir sur les plateaux de télévision et dire que l'État fait. Non. Quand vous ouvrez un petit commerce au quartier, nous vivons tous ces réalités. Un petit commerce seulement. Vous aviez un défilé d'agents de la mairie qui sur votre porte. Il faut payer les taxes de ceci, hygiène, ceci, cela. Mais c'est infernal. Il faut à un moment donné qu'on comprenne que l'État ne doit pas toujours prendre chez le pauvre. L'État doit aider le pauvre à sortir de la pauvreté. C'est ça le rôle de l'État. Pour cela, je parlais de la philosophie fiscale. Le rôle, ce n'est pas seulement que lorsque vous mettez un petit commerce, vous vendez des arachides et on vient, on vous dit il faut payer la TVA, il faut payer la taxe d'impôt laboratoire, il faut payer. Non, il faut aussi vous penser que c'est cette femme-là. Est-ce que l'État peut remplir le rôle qu'elle a fait? Je parlais plutôt des tontines en ce moment-ci et des tontines dans les formes classiques, ce que nous connaissons là. Je ne parlais pas de ceux qui gagnent des marchés avec des organismes internationaux. Je parlais juste de ces tontines-là. Il faut reconnaître que le rôle que ces tontines abattent au quotidien, le rôle social, l'État ne le fait pas. Ce sont même des partenaires de l'État. Pourquoi ne pas défiscaliser certaines activités? Encore que les revenus même que génèrent ces activités-là, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. L'allocation des tentes, des chaises et même du foyer, ce n'est pas grand-chose. L'État peut défiscaliser cela. Il suffit juste de prendre un test de loi et d'en l'envoyer à sa mère. On défiscalise, tout simplement. Et maintenant, on dit que l'État a besoin d'argent pour vivre. Il y a la guerre, il y a autre chose. Je vous assure, quand vous regardez le Cameroun, et vous connaissez bien le Cameroun, ce pays est essentiellement agricole. Notre meilleure richesse, c'est l'agriculture. Moi, je suis le président de l'association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement. Et je sais de quoi je parle. Mais regardez l'état de nos bassins de production. Là où il y a la richesse du pays. Pas de route, pas d'électricité, pas d'eau. Mais comment vous pouvez, dans ces conditions-là, là où il y a votre richesse, vous n'allez pas mettre des routes, mettre des points d'eau, créer un environnement qui puisse permettre
qu'une industrie de transformation puisse s'installer. Votre Il y a pas de retour. souci, c'est d'aller taxer. Il n'y a pas de retour. C'est d'aller taxer les pauvres. Il n'y a pas de retour. Et Dans moi, un grand bassin agricole où il y en a où? Où Il y en a où? les grands bassins agricoles sont connus. Il y en a Dans où? le Mbam, dans le Mungo, Là où on se dans déplace le Mbam, dans le les Mungo, pirogues. dans le Sand, Dans le Mbam, on se déplace dans les pirogues. dans le Nord. Le Grand Nord. Le Mbam est un Et il y grand a bassin des. de C'est production ça. de cacao. C'est Il y a des pour fois cela, des routes là-bas. c'est pour cela que nos produits, que ce soit le bois, que ce soit le coton, que ce soit le cacao, que ce soit la banane, mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? C'est vous qui ne savez pas de quoi. Vous parlez de quoi? De quel pays? Mais C'est moi, pas- vous me savez pas de surprenez. quoi vous parlez. Je vous ai cité, On a parlé tout à l'heure du Mbam. les grands bassins de production Le Mbam était agricole au un grand Cameroun. bassin de production de cacao. Les grands bassins de production agricole, je vous ai cité Vous ça. n'allez pas réussir à m'étouffer, ça va. Non, ce n'est pas une question Oh, de trouver. quand Mais vous je vous ai observez cité ça. tout le Mbam, là où on produit du cacao, il y a également le sud où on produit du cacao. Est-ce qu'il y a une industrie de transformation du cacao là-bas? Parce qu'on sait tous Non, dans vous l'agriculture sautez que la le coq au transformation, coq à c'est ça qui crée la plus-value même. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé d'industrialisation. Et j'ai pris l'exemple d'un pays qui, en 2 décennies, 20 ans seulement, s'est industrialisé. Il y a eu des impacts sur le chômage et la création d'emplois en Éthiopie, avant que ce premier ministre qui est là en ce moment joue avec les allumettes, comme notre administration fiscale est en train de jouer avec les allumettes en ce moment. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'industrie de transformation de nos matières premières agricoles. C'est un scandale. Qu'est-ce qu'il faut pour industrialiser ces bassins de production? Il faut de l'électricité. Monsieur Ondono, qui connaît très bien le Cameroun, qui nous dit donc pourquoi il n'y a pas d'industrie de transformation dans les bassins de production. Comment vous allez donc créer de la richesse lorsque vous ne transformez pas la matière première? Ce n'est pas en surtaxant les associations. On a signé les politiques. accords de partenariat pour avoir les équipements. D'un autre côté, Attendez, ça va chercher. l'occasion de faire le Vous voulez qu'on fasse vraiment ce débat là? Non, Mais il c'est veut lui qui m'empêcher ouvre le de parler, débat. il veut me tout Attendez, ça va C'est lui qui chercher. ouvre le débat. Je dis que même à Je ce donne les jeu-là, réponses. même à ce jeu-là, il n'est pas Je des donne les accords de réponses. partenariat où vous n'êtes pas obligé de C'est ça. signer. Vous ne pouvez pas Non, signer on des était accords bien qui obligé de étranglent signer. votre économie et vous vous On en a prévalez. bien signé. Oh, j'étais... On a très bien signé. Juste hier encore en bas de l'autre. C'est ça. Vraiment, il n'y a pas de route là-bas. Nous sommes allés dans un enterrement. Certains sont rentrés avec des maladies. Parce que la route est poussiéreuse. Vous savez que la poussière génère des maladies. Oh, au bord de la route là, j'ai observé et j'ai vu une très belle villa. Je vous assure, une belle villa. Et cette villa, m'a-t-on dit, appartient à un ex-baron de ce régime. Je vous assure. Quand vous voyez cette maison, et on vous dit que ce monsieur a occupé telle fonction, mais ce n'est pas un homme d'affaires, c'est un fonctionnaire, haut fonctionnaire. Comment a-t-il pu avoir autant d'argent pour créer cette maison? Oh, c'est pour ça que je dis que si l'État a besoin d'argent, vraiment, il faut traquer ces hauts fonctionnaires qui volent la fortune publique pour mettre des châteaux dans des villages, dans des campagnes là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de resté, il n'y a pas d'eau. Voilà une des solutions que l'État doit envisager. La CONAC nous expliquait que dans un de ses rapports, que 200 milliards sont détournés par le Cameroun. Et la CONAC demandait encore plus de moyens pour traquer ces détournements-là. Le gouvernement doit lutter sérieusement contre les détournements du fonds public. Voilà des niches où l'État peut avoir de l'argent. Quand vous évaluez cette maison-là, on est dans le milliard. Une maison d'un individu. Et qu'en est autour? Quelles sont les niches fiscales que d'un l'État fonctionnaire. Donc, c'est-à-dire que la maison de voilà où l'État peut avoir. l'ex-ministre de Je n'ai cité personne. Donnez la parole à... Mais c'est pour S'il vous vous plaît, donnez la parole à Ekane Otu. Vous avez demandé tout à l'heure que l'État va prendre l'argent. Je suis donc en train de Vous dire savez, le que l'État FDC peut prendre l'argent. est un parti. De ce qui Thierry Toufi respecte- s'est entendu. L'État, le FDC est un parti qui respecte les gens, qui respecte l'ordre. Je ne peux pas parler dans le désordre. Donc, le RDPC, je ne sais pas, monsieur le journaliste, ne peut pas monopoliser la parole sur les débats qui se mélangent. Non, le FDCM, ils veulent à tout faire être ministre. Mais vous faites votre campagne. Donc, Qu'est-ce qu'il y a, Sa Majesté Ondondo? Non, mais Ekane Otu, ne vous laissez pas distraire par... donc vous me posez la question, où est-ce que l'État peut aller prendre l'argent? Il y a tellement d'endroits, monsieur. Les uns les autres l'ont dit. Cet État vit comme si nous étions en Arabie Saoudite, où il n'y a plus rien à créer. Alors que nous ne nous en sortons pas. Les Camerounais pleurent, toutes les couches pleurent, les fonctionnaires eux-mêmes pleurent, les enseignants pleurent. Je voyais encore la vidéo d'un enseignant qui a reçu après 3 mois 5250 francs de prime. Et il disait qu'il se sentait insulté. Nous-mêmes, la plupart des enseignants se sentent insultés
par ce qu'il touche. Le Camerounais moyen vit avec 36 000 francs. Ça, c'est le SMIC officiel au Cameroun. L'État, déjà l'article 66 au niveau de la Constitution, devrait déjà pouvoir réguler de lui-même, s'il était appliqué, un ensemble de choses en termes d'argent économisé, les frais de carburant, les frais, les types de voitures. Allez dans les ministères, vous allez voir le nombre de voitures que l'État est en train de mettre, je ne sais pas comment ils appellent ça, où on achète ces voitures-là alors qu'on les a utilisées à peine sur 2 années. Parfois, c'est un rétroviseur qui est cassé. La réformation. Voilà, la réformation. Donc, il y a beaucoup de niches où l'État, seulement dans son fonctionnement, peut aller récupérer de l'argent pour financer un certain nombre d'activités. Les séminaires, le président de la République lui-même, il avait relevé séminaires de validation, séminaires de réflexion, séminaires d'ici. C'est de l'argent, c'est de la logistique. Moi, je suis dans la communication, il faut voir ce qu'ils font, le type de support de communication qu'ils fabriquent. C'est des milliards d'argent que l'État dépense à travers des choses tout à fait bidons. Donc, cette réflexion, je vais peut-être souscrire à ce que un éminent panéliste des plateaux de télévision parle souvent de coup d'État scientifique. C'est-à-dire que ceux qui dirigent ce pays veulent pousser les débrouillards à la révolte pour que tout se gâte et que la paix à laquelle nous aspirons tous soit écornée et que nous soyons là à recommencer ce que nos parents ont essayé de construire avec leur sang, avec leur vie. Donc il ne faut pas que nous jouions avec les Camerounais. L'État est dans son rôle, certes, d'élargir son assiette fiscale, mais l'État ne doit pas fermer les yeux sur son fonctionnement optimal ou même sur son fonctionnement minimal en termes de déclaration. Il y a une catégorie de fonctionnaires qui a un régime de vie carrément princier. Ils sont nombreux comme ça. Les types de voitures, les maisons, les climatiseurs inutiles. Vous arrivez dans un ministère, même les toilettes ne sont pas entretenues, mais il y a des frais, il y a des entreprises qui sont payées, il y a des doubles factures. Donc, ce n'est pas que nous sommes fatigués. Nous observons et nous sommes surpris que l'État veuille venir taxer des activités, entre guillemets, de pauvres. Les régimes où on fait des activités économiques, c'est tout à fait normal. Mais rien n'est dit dans ce texte-là que les tontines traditionnelles ne seront pas taxées. Rien n'est dit. Et que nous ne serons pas en train de voir les pleurs en 2022 pour dire que personne ne veut même plus aller mettre son argent dans les tontines. Ceux qui font de l'usure, en général, ces associations devraient être déclarées. Et c'est peut-être là où il y a la peur. Que, ça, voilà. Vous me rejoignez. C'est là où il y a peut-être cette peur-là que ceux qui ont beaucoup d'argent et qui doivent effectivement payer ces impôts vont garder cet argent là-bas pour faire de la taxation, pour faire des bénéfices incommensurables. Voyez-vous, pour 100 000 francs, on vous donne une semaine pour venir remettre 120 000 francs. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut dénoncer. Et je pense que les membres de ces associations doivent dénoncer cela parce que l'argent de la tontine, l'argent de l'économie ne doit pas être surtaxé comme cela. C'est ça qu'il faut dénoncer et non venir nous dire que bon ok, on laisse les associations qui ont 300 milliards de fonds qu'ils prêtent à des taux usuriers et que les membres de ces associations ne les dénoncent pas. C'est ça qu'il faut dénoncer. D'accord, alors moi je me félicite de ce que le représentant du FDC nous a finalement rejoint. Parce qu'il faut voir la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il faut en même temps encourager l'initiative économique, en même temps, n'est-ce pas, dénoncer les travers. Parce que c'est une économie qui nous concerne. Nous tous, nous bénéficions lorsque l'économie est saine. Nous tous, nous bénéficions lorsque nous avons une entreprise effectivement facile. Donc, moi, je crois que nous sommes tous logés à la même enseigne. Et je crois que les représentants de l'État qui vont expliquer la loi. Et dans tous les cas, le peuple regarde. Le peuple ne peut pas laisser qu'il y ait des travers. Il faudrait toujours, n'est-ce pas, que de très bonnes explications soient données, n'est-ce pas, au peuple pour que la loi puisse prendre corps. Et que s'il y a des travers, il y a les partis politiques d'opposition que vous êtes, il faut toujours dénoncer ça. Nous, moi, par exemple, nous sommes dans le parti et nous ne pouvons pas laisser
n'est-ce pas, que le peuple souffre. Et c'est pour cela que nous encourageons les partis politiques d'opposition, n'est-ce pas, à dénoncer, n'est-ce pas, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas juste. Oui, parce que moi, Oui, les incidences sociales qui vont peser justement sur le fonctionnement des différentes activités des tontines en 2022. non, la réalité, c'est que j'ai d'abord suivi quelqu'un dire là, le représentant des journalistes, le président du syndicat des journalistes, dire que L'association des journalistes. oui, qu'on peut détaxer certaines activités des associations. Il faut vous rassurer que si l'État le fait, tout le monde va créer des associations. Ils vont réaliser les activités dans le cadre de l'association. C'est-à-dire que si on dit qu'une association ne paye plus l'impôt libératoire, ne paye plus l'impôt sur le revenu, je vous dis, je crée mon association et j'utilise l'antenne pour acheter. On va pas refaire le débat. J'utilise. Non, Non, tu non. m'as très mal suivi. Non, c'est Non, mais ce c'est qu'il a qu'il dit. est- C'est ce que vous avez dit, non? Non, Qu'on non, peut non. C'est faire une la- loi pour que les associations C'est ça, ne la payent plus catastrophe. ces impôts. Ça sera une Ce n'est catastrophe pas pour ce vous. que j'ai dit. Qu'est-ce que vous avez précisé J'ai alors dit- votre pensée? Dans le cadre des tontines classiques, Oui. qui ont certaines activités dites commerciales, si l'État peut défiscaliser les dites activités au regard du rôle social que ces tontines jouent, parce que ces tontines font ce que l'État ne fait pas. Parce que l'État a démissionné depuis sur le secteur de la santé. Techniquement, Donc- c'est impossible. Je vais vous dire pourquoi. Allez-y, C'est-à-dire que si Maurice. vous dites qu'une association, oui, c'est-à-dire que les simples associations des quartiers là, vous êtes en train de vouloir dire que si une association veut construire son siège et que la loi dit que cette association, quand elle l'achète, on ne doit pas mettre la TVA dessus sur Je la parle marchandise qu'elle est en train d'activité d'acheter. Ça pas de construction de chaises. C'est-à-dire que Mais location de l'activité tentes, commerciale, la location de tentes, oui. de chaises, de couverts et même de son siège qui est, Mais qui est il y a souvent des loué par associations, des regardez organisations. comme le foyer Banjoul, les gens prennent ça 500 000 pour organiser leur mariage. C'est une association qui a ça, le foyer Banjoul du village Banjoul. Mais cet argent qui entre, que des gens prennent tous les week-ends pour louer la salle, louer les tentes, les couverts, pour faire leur mariage, vous dites que ce ne soit pas taxé. Qu'il ne faut pas Donc, enlever 5 qu'il ne faut pas enlever 5 francs dessus et donner à l'État. Et je suis Après, très vous allez vous sûr plaindre qu'il n'y a parce pas de que, route, il n'y a en pas vérité, d'électricité. Bon, l'État prend non l'argent. L'État aussi a un rôle, ça je mets du compte, Oui. de On refuse pas. redistribution sociale. Absolument. On refuse Donc, pas. l'État peut regarder, c'est la commission de redistribution sociale. Parce que quand cette association-là, Foyer Banjoul, prend cet argent, elle en donne à ses membres. Et c'est ces membres-là qui créent des entreprises Non. dans des quartiers, dans des marchés, Non. des petits commerces, que l'État vient encore, Non, taxer. mais Parce que le quand vrai- je parle d'une boutique qui est ouverte, Non. quand je Au parle d'une Cameroun, boutique, non, il veut qu'on soit sérieux. quand je C'est parle que d'un vous dites petit là. commerce qui est ouvert au quartier, et lorsque l'État vient prendre la mairie ou l'État vient percevoir les impôts, s'il n'y avait pas au départ l'argent de la tontine, est-ce que la mairie ou l'État pouvait venir prendre l'impôt dans ce petit commerce qui a été créé? C'est quand même logique. C'est que, non, je voulais Moïse, allez-y. préciser quelque chose. Il faut juste faire Vraiment, un travail. il y a Juste un petit travail de fond pour au comprendre niveau, qu'en vérité... au niveau du système fiscal et dans tous les systèmes fiscaux modernes du monde, Non, non, il y a cela deux n'est pas pi- inscrit dans le, il y a dans le deux grave. pi- il y a Attendez, deux- attendez, il y a Thierry. deux Pas que piliers. c'est- Il y a deux piliers de taxation. Il y a ce qu'on appelle la taxation sur la consommation, qui donc est révélée par l'impôt qu'on paye, qui s'appelle la TVA, la taxe sur la valeur C'est pas ça ajoutée. qu'on pense. Quand vous allez voir, ça peut-être l'air d'être au sujet, mais je vais chuter sur ce que vous dites. Donc, il y a le pilier de la taxation sur la consommation, qui est donc la TVA que nous payons quand chacun de nous va dans une grande surface pour acheter des choses. Donc, vous payez donc ce qu'on appelle la TVA. Il y a la taxation sur le revenu. C'est ce que payent les entreprises, c'est-à-dire qui réalisent au cours d'une période des revenus. Vous devez donc payer un impôt qui s'appelle l'impôt sur le revenu en réalité, qui peut être l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, ou l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ce taux d'impôt au Cameroun, c'est 30%. Quand vous êtes en train de demander que l'État, parce que dans ce cadre-là, l'État, l'organisme à but non lucratif qui réalise des revenus, qui engrange des revenus pendant une certaine période, ne devrait rien verser à l'État. Ça signifie au moins deux choses. C'est-à-dire que ça signifie que on n'est plus dans un état de droit. C'est ça.
si on le fait, je vous dis, on n'est plus dans un état de droit. C'est-à-dire que, parce que l'impôt est juste. Hein. Même dans la Bible, on vous dit de payer vos impôts. Oh, faites esprit de travestir ma pensée. Non, je vous dis que l'impôt est juste. L'impôt est juste pourquoi? Parce que à revenu égal, vous payez le même impôt. Tout comme si tu réalises plus de revenus, tu vas payer plus que celui qui a réalisé moins de revenus que toi. Donc vous ne pouvez pas demander que les entreprises payent les impôts, les autres catégories d'entreprises, et que ceux qui ont engrangé les mêmes revenus dans un cadre d'activité qui n'est pas censé être le leur. Parce qu'on dit encore que vous êtes une activité à but non lucratif. Mais dans le cadre de votre fonctionnement, vous réalisez des activités économiques au quotidien et vous êtes en train de demander que l'État ne perçoit rien sur cet argent. Non, ça sera injuste. Dans ce cas-là, on ne sera plus dans une société juste. Parce que vous réalisez des activités économiques ou des activités de cotisation. L'État n'est pas allé chercher dans vos cotisations. Mais je dis encore que vous ne pouvez pas demander qu'on achète des choses, qu'on achète. Non, vous avez précisé votre pensée tout à l'heure. Je dis encore que ma position peut même étonner M. Kanye. Non, ça ne parce que pas. Moi, je suis ici que vous êtes du RDPC. Non, c'était un lapsus. Je suis du MRC et j'assume ma position. Vous comprenez? J'assume ma position. L'impôt doit être juste. On ne peut pas demander que une certaine catégorie, vous comprenez, de la société ne paye pas. Je vous rassure que si on le fait, tout le monde crée des associations et réalise des activités économiques dans le cadre de leur association. Mais celui qui fait son petit commerce, il ne paye pas l'impôt. Non, il paye l'impôt. le petit commerce. L'argent, capital du commerce, ça vient où? Ça vient de taxer. Vous taxez à n'importe quoi. C'est doublement injuste ce que Thierry dit. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure. Vous ne pouvez pas être dans un groupe où nous sommes. Vous êtes peut-être 4 dans un groupe. Vous faites des activités commerciales. Vous ne payez pas l'impôt. Moi, je suis dans mon entreprise seul. Je fais la même activité commerciale, je paye l'impôt. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Ça ne peut pas être sérieux. Ça ne peut pas être juste dans notre pays qu'une catégorie de personnes paye et les autres ne payent pas. Au nom de quoi? Non, ce n'est pas juste. Il faut être juste dans notre pays. Donc toutes les lois sont faites de manière impersonnelle et générale, pour que tout le monde ne se sente pas visé. C'est-à-dire c'est fait pour le bien de tous. Et il faut que nous puissions, n'est-ce pas, respecter cela. D'accord, c'est entendu. On passe au second sujet. Pourtant, sur le sport football CAN 2021, on va commencer par vous éclaircir le tout, parce que vous avez également, à ce sujet, fait une tribune portant justement sur l'obligation vaccinale comme condition d'accès au stade durant la CAN Total Énergie 2021. Et lorsqu'ils ont jeté le regard, notamment sur votre intervention, on se rend compte que vous estimez que le Cameroun aujourd'hui n'est pas un champ d'expérimentation de maths disponible et qui est disposé à suivre des prescriptions uniques qui n'obéissent à aucune référence dans des situations similaires. Et vous observez que des compétitions européennes se jouent avec des stades bourrés de spectateurs qui s'embrassent à tout vent. L'accès à leur stade est obtenu par la contrainte de présentation de tests négatifs au Covid. Alors, à votre avis, pourquoi aujourd'hui l'obligation vaccinale anti-Covid-19 refait encore surface et crée la polémique au sein de l'opinion publique camerounaise? Vous savez, la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie qui va se jouer au Cameroun inspire tellement de convoitises et il y a des enjeux économiques importants. Et ces enjeux économiques viennent se greffer sur le combat principal que le monde est en train de rencontrer en ce moment. Dans ce combat, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, même pour ceux qui sont parés technologiquement pour affronter la pandémie, c'est-à-dire avec les laboratoires, avec une organisation de la société plus accrue, où il y a des hôpitaux de référence, des hôpitaux précis, et les faits nous disent que la pandémie continue de sévir de ce côté-là. La réponse globale à laquelle nous assistons est apparemment les vaccins. Sauf que ces vaccins, tels que cela a été abordé, n'apportent pas la preuve que non seulement étant vacciné, on est toujours
il est toujours possible qu'on contracte à nouveau la maladie et que malheureusement dans ces vaccins, il y a certains propriétaires, que ce soit Pfizer ou AstraZeneca, qui ont déclaré que, à Mondovision, que leur vaccin ne marchait pas. Le Cameroun a reçu des doses de vaccins énormes et le Cameroun aussi a essayé, et nous le félicitons, de mettre sur pied des protocoles pendant que certains pays n'y arrivaient spécialement pas. Je parle de la France, parce qu'à l'aéroport de France, il fallait attendre 3 jours, alors qu'au Cameroun, c'était une journée. Donc, au regard de tous ces éléments que nous observions en Europe, des gens, des associations, des mouvements, des partis politiques, des députés, des élus de l'Union européenne, se mettre contre l'option vaccinale de tout le monde à tout va, alors qu'il n'y a aucune garantie de non-recontamination ou même de guérison. En fait, il y a la guérison, mais cette option vaccinale qui vient s'opposer à une, on va dire, une approche, comme on dit, naturelle, qui permet à ce qu'il y ait une immunité collective, quel que soit le variant. Et au Cameroun, depuis le début de ce mois, les cas actifs en termes de recontamination, il y a 0. Ce n'est pas le Cameroun qui fait le baromètre de cela. C'est-à-dire que c'est une instance internationale toutes les 30 minutes qui fait la mise à jour. Et les derniers cas, c'est au mois d'octobre où il y a eu, je crois, 200 ou 2000 quelque chose de nouvelles contaminations avec des cas actifs. Donc, c'est une application qui est là, chacun peut taper dans son téléphone, les nouveaux cas actifs au Cameroun. Voilà qu'il y a une compétition qui va drainer beaucoup de foule. Oui. Les délégations, les sports internationaux, l'UEFA même a dit qu'il n'allait pas libérer les joueurs africains. Donc, des chantages, et on est surpris que la CAF, le vice-président de la FECAFOOT et le ministre de la Santé a signé un papier qui dit que pour avoir accès au stade, il faut présenter non plus le test, mais être vacciné. Il faut obligatoirement être vacciné pour accéder au stade. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les différents programmes que le ministre lui-même, on est à 1% de la population camerounaise vaccinée, de 1% de la population camerounaise vaccinée, il n'y a pas de recontamination, il n'y a pas de nouveaux cas, d'après les statistiques de notre application qui est mondiale. D'où sort-il que les Camerounais qui refusent la vaccination, du moins cette vaccination à tout va, se retrouvent obligés pour accéder à leur stade construit par un argent que l'État a emprunté, que nos enfants vont continuer de rembourser, qu'on nous oblige à entrer dans un stade en étant qui irait au stade, qui vient de, c'est pas moi, Ngorma Poubi, qui veut venir entrer au stade. Cette question doit être réglée à l'aéroport. Ça, c'est que une logistique qui sera définie pour que s'ils ne sont pas négatifs, ils ne traversent même pas l'aéroport. Donc, c'est aux aéroports qu'on devrait gérer cette question-là en testant ou en vaccinant ceux qui veulent bien être vaccinés. On suppose que ceux qui prendront l'avion, quel que soit le pays où ils viendraient, ils seraient déjà vaccinés. Ou alors, ils seraient sains. Maintenant, au Cameroun, pour entrer au Cameroun, il faut protéger les Camerounais de cette tentative d'inoculation. Souvenez-vous, en 2019, en mars 2019, ceux qui sont arrivés au Cameroun, il n'y avait pas de coronavirus au Cameroun. Ce sont les Camerounais qui ont été favorisés, du moins, et certains étrangers, pour dire, ok, ceux qui sont malades là ou qui ont peur de la flambée, rentrez chez vous. Et c'est à ce moment-là que nous avons été contaminés. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, cette option que les partisans de la vaccination à tout prix veulent imposer à la FIFA dans une compétition qui va se jouer, qui va drainer à la fois des investissements ou alors des retours touristiques, etc., des retours en termes de publicité dans la communication, qu'on vienne obliger les Camerounais à se vacciner pour entrer à leur fête. C'est du chantage et nous au FDC on dénonce cela. D'ailleurs, nous allons même déposer une demande en manifestation publique. Nous allons marcher contre cela. À partir de demain, nous allons déposer notre manifestation parce qu'il est inadmissible que les autorisations, je veux dire, les organisations internationales veulent faire plier le Cameroun par d'autres moyens en utilisant ce chantage à la vaccination à tout le monde, n'importe comment, alors qu'il n'y a jusqu'ici, aucune nouvelle contamination au coronavirus au Cameroun, quel que soit le variant. Thierry, aussi, trouvez-vous que la décision d'imposer le vaccin comme condition d'accès au stade du Cannes est excessive et inique? Non, je dois déjà noter que le Cameroun n'est pas sur notre planète, que la planète Terre. Et quand on observe ce qui se passe sur la Terre, on voit bien
que le Covid-19 sévit. Et bien évidemment, avant, ça avait plusieurs visages que les scientifiques ont baptisé le variant. À ce moment, il y a un variant Omicron qui met en panique toute l'humanité. La Terre des hommes panique face à ce variant-là. D'ailleurs, vous avez observé que du côté des Pays-Bas, demain, il y aura un reconfinement. Donc, on va reconfiner les populations. L'État de New York a rendu obligatoire le vaccin. En France également, on est en train de rendre obligatoire le vaccin. Parce que la pandémie est en train d'évoluer et on aura obligatoire le vaccin. Le Cameroun va accueillir l'Afrique et même le monde entier demain. Donc, pour moi, ce n'est pas trop le débat qui m'intéresse sur les vaccins et autres. Moi, je déplore, je pleure que l'Afrique a raté l'occasion de mettre en avant sa solution. Or, il y avait des solutions contre ce vaccin en Afrique. Aujourd'hui, on est en train de rendre universel le vaccin. On le rend universel. Or, l'Afrique avait ses solutions locales. Or, nos dirigeants ont manqué d'audace. Ils ont manqué de patriotisme. Malheureusement, une fois de plus. Regardez, l'Europe a son vaccin, AstraZeneca. L'Amérique a son vaccin, Pfizer, Moderna. L'Asie, avec la Chine, a son vaccin, Sinopharm. La Russie, qui est à la fois en Europe et un peu en Asie, a son vaccin aussi. Public. Et l'Afrique a quoi? L'Afrique est le seul continent où il n'y a pas de vaccin. Ce n'est pas parce que l'Afrique n'a pas d'hommes capables de produire ce vaccin. C'est parce que l'Afrique a à sa tête des dirigeants qui manquent de vision. Qui manquent de vision. Lorsque cette pandémie a éclaté, on a vu à Madagascar une solution locale être créée. Le président malgache, il a mis en avant le génie de ces scientifiques locaux. Or, sur le continent africain, cette solution a été boudée. Boudée par les peuples africains qui aujourd'hui reçoivent des vaccins chinois, des vaccins américains et des vaccins russes. On a vu tout un gouvernement au Cameroun se faire vacciner. Dans ce pays, tout un gouvernement. Mais on n'a pas vu ce gouvernement boire à Mondo Vision du Ngobitara ou la solution de Samuel Kleda. C'est ça que je déplore dans cette affaire. L'Afrique a des solutions, mais les dirigeants africains ne veulent pas les mettre en avant. Et il faut aussi dire que moi, j'appartiens à une catégorie d'hommes qui voient, même dans un malheur, une opportunité. C'est comme ça que les agriculteurs fonctionnent. Les agriculteurs avaient constaté à l'époque que si nous nous stabilisons quelque part, nous exploitons la terre, alors nous allons créer de la plus-value. C'est parce que l'agriculture comme activité est née que les États sont arrivés. Parce qu'à l'époque, les gens se déplaçaient d'un territoire à l'autre. Grâce à l'agriculture, les gens sont scénarisés. Et aujourd'hui, on parle d'impôts. S'il n'y avait pas eu cette vision-là, on n'aurait pas d'État, on ne parlerait pas d'impôts. Donc, imaginez que l'Afrique importe, en termes de médicaments, pour près de 200 milliards. Or, ces médicaments-là sont produits à base de plantes naturelles. Et le continent africain a tous ces plantes naturelles-là. Il y en a ici en Afrique. Si on avait donné les moyens à nos génies, je pense à Monseigneur Kleda, je pense à Madame Peyou, je pense, si on leur avait donné des moyens pour produire en masse, est-ce que ces gens ne devraient pas, en parler par contre-coup, développer aussi l'agriculture qu'on appelle l'agriculture verte? Parce que pour produire le Gubitara et autres, là, on a besoin de plants naturels. Voilà une autre filière qu'on aurait créée et dynamisée. Et voilà de l'emploi qu'on aurait donné au Cameroun. On n'y a pas pris qu'à. Le gouvernement n'a pas eu ce génie-là d'exploiter les solutions locales. Or, ceux qui ont poussé leurs entreprises, parce que rien ne se fait au hasard sur la planète Terre. Pfizer est soutenu par le gouvernement américain. Sputnik est soutenu par le gouvernement russe. Sinopharm est soutenu par le gouvernement chinois. Si votre gouvernement ne vous soutient pas, vous ne serez pas audible. Le tort des pays et autres, c'est que le gouvernement ne les a pas soutenus puissamment. Lorsqu'il y a eu la clameur populaire, on leur a accordé quelques reconnaissances là, en traitant leurs médicaments d'adjuvant. Donc aujourd'hui, les Occidentaux, et je vais aussi mettre dans la même balance les Chinois, ont réussi à universaliser le vaccin. Quand on parle de lutte contre le Covid, qu'est-ce qu'on met en avant maintenant? C'est le vaccin.
Même les tests ne sont plus suffisants. Parce qu'eux, ils produisent ces vaccins-là. Leurs industries en ont besoin. C'est ça le rôle du gouvernement. Pfizer rapporte beaucoup de milliards. Et ce n'est pas de surtaxer les pauvres. C'est de pousser des gens à créer des choses et à faire du marketing. Ça, c'est du marketing médical. C'est du marketing médical auquel nous sommes en train d'assister là. Parce que maintenant, pour entrer au stade, vous allez vous vacciner. Malheureusement, ça ne sera pas le vaccin camerounais. Parce qu'on n'a pas donné la chance aux chercheurs camerounais. Ou du moins africains. D'aller vers... Parce que pour faire du vaccin, il faut des moyens. On n'est même pas sûr que on n'a pas donné la chance. Donc, pour moi, voilà le côté où je regarde. Bon, moi, je ne suis pas dans les luttes idéologiques. Non. Moi, je vois comment des États se battent pour dominer le monde. Je vois comment l'Amérique a universalisé son vaccin. La Chine a universalisé son vaccin. La Russie a universalisé son vaccin. Mais je vois qu'en Afrique, on en est loin. Il y a des dirigeants africains qui n'ont pas compris qu'il y a une économie médicale. Il y a une économie pharmaceutique. Il y a une économie vaccinale. Nos dirigeants n'ont pas compris cela. Et aujourd'hui, nous dépendons de l'extérieur pour des vaccins. Or, nous pouvons en produire localement. Dans la liste des vaccins qu'on va soumettre aux fans du football qui iront dans les stades, il n'y aura aucun vaccin camerounais. C'est ça qui nous fait mal. Ça, c'est vrai. Or, ce n'est pas parce qu'il y a manqué de Camerounais capables de produire ces vaccins. C'est parce qu'il a manqué à la tête de nos États africains, des dirigeants visionnaires. C'est ça le drame de cette affaire. Maurice Como, est-ce qu'aujourd'hui, le vaccin contre le Covid-19 est devenu une forme de business qui nous sera finalement préjudiciable? Ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, la LED là, ça pose un problème. On espérait que la CAN soit un moment de festivité avec nos frères africains. Et qu'aujourd'hui, on nous dit que pour entrer au stade, il faut que vous soyez vacciné, même pas testé au Covid, et vacciné. Vous savez bien que le Cameroun a reçu 2 doses de vaccins il y a un moment et le taux de vaccination oscille encore entre 1 et 2%. C'est-à-dire que la population ne s'est pas vraiment impliquée dans ce vaccin qui d'ailleurs, ces gens qui nous donnent, chez eux ça pose problème. Vous regardez des vidéos où on vous dit ici ça marche, là-bas ça a eu des effets secondaires, etc. Des vaccins AstraZeneca qu'on a même sorti du marché au niveau européen, etc. Aujourd'hui on nous demande de nous vacciner avec ça. Bon, on peut questionner peut-être le patriotisme, la vision de nos chefs d'État africains, mais rassurez-vous, c'est pas, je ne vais pas dire que c'est pas de leur faute, mais à un moment donné, quand on a tellement donné et qu'on n'a plus grand chose à donner, et qu'il y a des conjonctures telles que, vous savez, les pays africains, là, nous sommes des pays néocolonisés, hein. On n'est pas sorti de la colonisation, parce que vous êtes en train de parler là, et je vous comprends comme si on était des pays indépendants. Non, on dépend, même le sifflet de la canne. Même le sifflet, ce que la vitre fait prive avec, c'est pas nous qui fabriquons ça. Vous comprenez un peu? Même les tests Covid qu'on dit là, on va seulement nous donner. Hein? Le trophée de la canne n'est pas fabriqué ici. Les joueurs qui vont venir jouer là, ils jouent dans d'autres championnats. Vous comprenez un peu? Le Covid là vient d'ailleurs. Donc vous voyez que tout est venu d'ailleurs. Et on peut regretter le fait que nos dirigeants n'ont pas compris peut-être cette nécessité de travailler sur notre pharmacopée pour que l'Afrique également puisse proposer au monde entier sa solution. Alors que dans les faits, on a bien observé que nous en Afrique, on n'a pas subi, hein, on n'a pas atteint ce taux de mort comme en Europe. Donc on fera pas, on est en train de durcir des mesures comme si c'était l'Afrique qui avait été le plus touchée par le Covid. Non, en termes de proportion, en termes de mort, non, l'Afrique a quand même échappé. Ailleurs, c'était grave. Donc, c'est même nous qui les accueillons qui devons avoir peur. C'est le Cameroun qui devait fixer des mesures. Oui. C'est le Cameroun qui devait fixer des mesures. C'est pas la CAF et toutes ces institutions-là. Donc moi, je pense que tout ça, ça souffre d'un problème de vision. Mais comme quelqu'un l'a dit ailleurs, la CAN marchait bien jusqu'à ce que le Cameroun a décidé d'organiser. Donc on se retrouve dans ça. Il y a la conjoncture du Covid. Mais je pense que la fête du football, où les Camerounais veulent aller au stade, etc. Parce que qui
pour sortir. Qui respecte encore les mesures barrières là? Dans les taxis où on vous dit porter des cache-nez, machin, qui respecte encore ça? Personne. Donc c'est devenu un effet de mode, tu vois, des gens qui ont mis ça, des gens, j'ai vu quelqu'un même hier qui a mis sur la tête son cache-nez. Donc moi je dis aujourd'hui, les gens ne respectent plus ça, mais on a compris que c'était une volonté de nuire aux Africains. Aujourd'hui, c'est le Cameroun qui doit imposer les mesures et non la CAF qui... Parce qu'au Cameroun, je vais le dire, on n'a presque plus de Covid. Parce que tous les jours, je salue les gens. Normalement, vous savez, avant, on saluait avec le coude. Mais depuis, je n'ai pas de Covid. Je ne sais pas si c'est Dieu qui éloigne ça de moi, mais je pense que ça ne circule plus beaucoup. Et c'était au Cameroun. Je pense qu'au niveau des aéroports, ceux qui viennent là, on doit s'assurer qu'ils n'entrent pas au Cameroun avec le Covid. Mais pas interdit aux Camerounais qui vivent au Cameroun depuis et qu'on ne respecte même d'entrer au stade, alors que ça doit être la fête du football. Alors, ça marche, c'est Patrick Odondo. Est-ce que finalement l'exigence vaccinale anti-Covid ne va pas tuer la fête du football en entraînant par exemple les stades vides au demeurant? L'obligation vaccinale n'est pas nouvelle au Cameroun. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de la loi de 1967 ou 1964 qui fait obligation en cas d'endémie, en cas de pandémie également, n'est-ce pas, qui fait obligation à l'article 7, alinéa 1er, qui fait obligation aux Camerounais d'être vaccinés. Donc c'est une loi qui n'a jamais été abrogée, qui est encore d'actualité. Maintenant, Maurice et Thierry l'ont dit, moi par exemple je suis vacciné et que je peux aller au stade. Je peux faire partie des 1% dont parlait le représentant, n'est-ce pas, du FDC. Je voudrais dire que ce n'est pas une mauvaise chose de vacciner les Camerounais. Ce n'est pas une mauvaise chose de vacciner les Camerounais pour qu'ils puissent, n'est-ce pas seulement pour qu'ils puissent aller au stade, c'est d'abord pour leur propre intérêt. Pour leur propre intérêt. C'est vrai que la maladie... ne vous suivent pas. C'est vrai que la maladie, pourquoi? Parce que nous avons, comment on dit, les Camerounais un peu jugulés, les Camerounais un peu jugulés, les Camerounais ont un peu jugulé, n'est-ce pas, le phénomène Covid, mais on ne sait jamais, il y a une sorte d'immunité, j'ai l'impression collective, qui est entrée dans notre société, due certainement, n'est-ce pas, à la solution, aux solutions endogènes, la solution de Cléda et la solution de Ngubitara, qui ont certainement beaucoup aidé les Camerounais. Et puis, la circulation, n'est-ce pas, du Covid est un peu amoindrie, bien qu'elle soit toujours là, puisqu'il y a toujours des malades. Mais ils ne sont peut-être pas nombreux, et peut-être que on n'a pas toujours fait, n'est-ce pas, un bon check-in pour savoir qui est malade. Mais je crois qu'il est de bon ton que les Camerounais aillent au stade, étant sûrs qu'ils ne vont pas ni se contaminer, ni contaminer d'autres personnes. C'est pour cela que l'obligation vaccinale, nous pensons que ce n'est pas une mauvaise chose. On a déjà fait le match Cameroun-Malawi, c'est Cameroun-Malawi, ou Cameroun, oui, c'est Cameroun-Malawi qui a eu lieu au stade... n'avait pas l'obligation vaccinale, avait des tests. N'avait pas, oui, il y avait des tests. Oui, comme ça a évolué. Et maintenant, le vrai problème auquel le monde est confronté, c'est que c'est une maladie qu'on ne maîtrise, qu'on ne connaît pas beaucoup. Et que, comme le monde a été surpris, les scientifiques ont pris des devants, les scientifiques ont pris des positions pour juste combattre la maladie. C'est pour cela que, très rapidement, les vaccins sont sortis. Bon, les vaccins sont sortis. Quelle est l'efficacité des vaccins? Parce que si les gens, au jour d'aujourd'hui, sont obligés de se faire vacciner une fois, deux fois, trois fois, 6 fois, pour être sûr que la maladie ne va plus jamais, n'est-ce pas, peut-être vous toucher, mais que vous pourrez toujours, n'est-ce pas, contracter la maladie, et que vous voyez que c'est des choses qu'on ne connaît pas. Le monde est dans un tourbillon. Il faut qu'on accepte les temps que nous vivons, mais il faut continuer. Nous croyons, hein, qu'il faut continuer à respecter les mesures barrières. Voici pourquoi je me balade toujours avec mon cache-nez que je mets souvent sur mon nez. Et, tu mets souvent. Oui, je mets souvent sur mon nez. Oui, pas pour la poussière seulement, il faut respecter, n'est-ce pas, les mesures barrières. Il faut se faire vacciner pour aller effectivement au stade. Et
je crois que le Cameroun peut régler ça. Et puis, pas se faire vacciner. il faudrait que les Camerounais prennent des dispositions pour que tous les étrangers qui arrivent ici, on avait géré ça d'une certaine façon. Il y avait l'obligation de faire les tests, n'est-ce pas, tous ceux qui entrent ici et ceux qui vont se révéler positifs, qu'ils soient isolés, qu'ils soient traités, qu'ils soient soignés. Je crois que le Cameroun avait un bon protocole. Le Cameroun avait parmi les meilleurs protocoles quand même, quand on vous entre ici, bien avant que les Français ne fassent cette obligation, n'est-ce pas, tous ceux qui vont également entrer dans leur aéroport. Mais j'ai envie de demander, Oui, pour Maurice. sortir, j'ai envie de demander si, parce qu'on observe les championnats européens où les stades sont pleins à craquer, et j'ai carrément envie de demander si tous ces gens se sont fait vacciner. Non. Parce que même y compris là-bas, les gens sont dubitatifs par rapport au vaccin. Tu vois seulement le stade des gens avec des cache-nez et tout, mais les gens, je me demande si toutes ces populations dans les stades Non, on européens n'est sont pas vaccinées. vaccinées. Et pourquoi on veut nous imposer ça? Donc, vous voyez que les gens veulent nous prendre comme des cobayes et utiliser la canne comme un moyen pour, je veux dire, augmenter le taux de vaccin. Mais ça ne va pas passer. Je préfère et je considère, donc, je veux dire, je dis aux populations de rester à la maison, d'acheter une bière et puis rester devant sa télé et regarder la Non, Est-ce qu'il n'y a pas une idée d'un réel plan par rapport à cette Il faut aller au stade. En fait, Il faut aller au stade. Donc, ça veut dire qu'il faut se faire vacciner. Oui, Thierry, je Il faut aller au stade. Donc, se faire vacciner. Il faut aller au stade. Il n'y a pas de problème si on se fait vacciner. Moi, je me suis fait vacciner. Thierry, quelles sont les idées qui se cachent Il faut derrière inciter la le projet vaccination. d'obligation vaccinale anti-Covid-19? C'est la domination du monde. En fait, je voulais dire que pendant que les autres regardent le monde, moi je regarde l'Afrique et son potentiel et je verse de l'âme. Nous, on travaille. Mais On ne verse plus la parce que le vaccin là, Il faut résister. c'est même un enjeu de domination. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en ce moment, et on le voit bien, une dépendance vaccinale. Parce qu'on vous dit que vous prenez une première dose et ensuite vous devrez prendre une. Deuxième dose. Avant c'était une seconde dose. Parce qu'il n'y avait pas de troisième Maintenant, dose. une troisième dose. Aujourd'hui, il y en a une troisième. C'est-à-dire quoi? Si une quatrième. puissance vous donne le vaccin un premier temps, vous avez pris la première dose. Maintenant, il faut impérativement que vous ayez les autres doses. Pour que vous soyez, comme ils le disent, immunisés. Il n'y a pas. Maintenant, imaginez le chantage auquel ce pays peut vous soumettre, pour vous donner les doses manquantes. C'est ça que l'Afrique n'a pas compris. Vous ne pouvez pas tout dire que vous êtes indépendant, le colon doit partir. Mais que vous méprisez vos propres génies, vous piétinez vos valeurs, vous piétinez Cléda, vous piétinez Payou. Ou encore Dr Hulot Yanni, Aucune nation ou alors Dr Hobson. aucune nation ne n'est grande. Sa grandeur se lève de ses citoyens. C'est Martin Luther King qui l'a dit. Maintenant, on a vu que les Européens ont profité de la carte pour une fois de plus imposer leur dictat. Ils ont universalisé le vaccin. Universalisé. On ne parle plus de tests. Maintenant, si vous vous êtes interrogé sur la diplomatie camerounaise, maintenant vous savez c'est quelle valent. Non, vraiment là, parce que là, on est venu imposer au Cameroun, comme on dit au quartier, on est venu dans ta propre maison C'est pas encore passé. te commander. Non, Donc, donc, les puissances mondiales gouvernent. Donc, aujourd'hui, vous savez. vous savez pourquoi les Européens ont fait ça? Non, Ils connaissent dites-le-nous. mieux ce pays que nous. Ils savent qu'ici au Cameroun, nous avons le Golbitara et nous avons la clé de la solution et autres que vous avez cité là. Il dit que si on s'en était tenu aux tests négatifs, des Camerounais allaient se replier vers leur solution locale. Voilà pourquoi ils ont imposé le vaccin. Maintenant, vous voyez bien, est-ce que ce gouvernement est patriotique? Chacun va répondre à cette question. Parce que maintenant, c'est un mauvais message en termes de marketing pour les pays et autres. Mais je Puisque- voulais ajouter quelque chose, hein, sans la régler. Oh, vous Je êtes- voulais ajouter, la seule chose que je voulais ajouter, c'est que la CAF est une compétition, la Coupe d'Afrique est une compétition qui appartient à la CAF. Et le La Cameroun CAF appartient aux Camerounais. Oui, la CAF a pris sur elle de s'occuper de tous les étrangers, du test et de la vaccination de tous les étrangers qui vont venir au Cameroun. La CAF a laissé la possibilité aux Camerounais, au gouvernement camerounais, à l'État camerounais de s'occuper des nationaux. Donc de s'occuper des nationaux. Il n'y a pas le Les nationaux se feront Alors- vacciner partout au stade. Alors maintenant, Vous ne savez pas. L'accès au stade pour toute nationalité, que vous soyez blanc, noir ou jaune, c'est le vaccin. C'est la condition sine qua non. Or, avant, on s'en tenait aux tests négatifs et les Camerounais buvaient leur Golbitara. Mais aujourd'hui, ils ne pourront, même s'ils boivent le Golbitara et qu'ils présentent des tests négatifs, on leur dira bon, c'est bien, allez vous Mais faire allez vous vacciner. faire vacciner. Or, il se trouve que le Cameroun ne produit pas de vaccin. L'Afrique ne produit pas de Le vaccin. Cameroun ne veut pas de Et ce comme on dit vaccin. qu'on vous donne, c'est ce que Moïse dit là tout à l'heure, qu'on vous donnera. Mais on sait tous que dans les entre nations, il n'y a pas de don, il n'y a pas de philanthropie.
Qu'est-ce qu'ils reprennent par derrière? Ça aussi, donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps que nous dirigeants prennent conscience qu'ils sont les derniers. L'Afrique est le dernier. Tous les continents ont déjà leur vaccin, à l'exception de l'Afrique. Donc maintenant, les dirigeants camerounais doivent appuyer les chefs pour qu'on puisse mettre sur pied un vaccin africain contre le Covid-19. Un vaccin ou un médicament. Bien, Ekano Oku, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire fléchir l'État? Est-ce que c'est encore possible? La CAF, le gouvernement, l'Afrique Foot ont conjointement décidé justement de nous imposer ce vaccin. Voyez-vous, Qu'est-ce que le total va lui permettre de marcher? peut-être pour une fois, l'autorité administrative va comprendre que nous sommes avec elle, nous sommes avec les institutions et que c'est le seul rempart pour dire à l'UEFA qui est derrière cette histoire et à la CAF que le Cameroun a décidé et qu'elle ne peut pas imposer le vaccin, l'option vaccinale à tout prix à tous ceux qui voudront entrer au stade et que au niveau des aéroports, puisque toutes les statistiques suivies par les institutions internationales au Cameroun depuis le 1er décembre n'ont pas de nouveaux cas et que nous allons accueillir des étrangers, ce sont ces étrangers qui montrent un risque de venir contaminer les Camerounais et que l'option que l'État doit imposer à ceux-là, parce que la compétition se joue quand même chez nous, on va les héberger dans nos hôtels, ils vont manger notre nourriture, notre bonne nourriture, ils vont circuler dans nos ruelles qui sont comme elles sont, mais toutefois, ils doivent rentrer chez eux étant en santé, oui, parce qu'on leur aurait imposé à l'entrée du Cameroun, à l'aéroport, des tests. Et si besoin est, il faut même un double testing pour sortir de l'aéroport, mais que pour entrer au niveau des stades, que les Camerounais aient toujours la possibilité de choisir entre, du moins le test obligatoire, mais ou le vaccin, que le vaccin soit au choix. Parce que les Camerounais, jusqu'ici, ont choisi soit de se faire vacciner, soit de respecter un certain nombre de mesures barrières. Et la chose la plus importante que les systèmes de santé ont dit, ou du moins ont entériné, c'est que l'immunité naturelle suite à toutes les pandémies est toujours et sera toujours la solution qui va faire que les peuples et l'humanité soient, quel que soit le type de menace, je ne peux pas dire chimique, de menaces biologiques, comme celle qui est en ce moment l'attaque du Covid. L'immunité naturelle, apparemment, comme le monsieur l'a dit au Cameroun, est effective. Il y a des cas qui sont pris en charge, les gens ne meurent plus comme des poulets, comme on observe de l'autre côté. L'immunité naturelle, mon voisin de droite a passé le temps à tousser, je ne suis pas inquiet, parce que c'est les mêmes personnes qu'on rencontre dans les taxis. On rencontre dans les taxis, qu'on rencontre dans les rues, etc. Nous sommes en saison sèche, le masque nous permet tout au moins d'éviter la grippe, etc. Donc cette immunité naturelle est plus ou moins acquise ici, et on ne devrait pas subir le diktat des firmes pharmaceutiques internationales qui veulent utiliser la canne pour absolument faire passer l'option du vaccin. Ça, nous sommes contre cela. Nous sommes pour l'option du test au FDC. Nous sommes contre cette option vaccinale à tout prix pour accéder au stade dans cette fête-là. Et si quelqu'un a le Covid, dans les délégations qui vont arriver, nous allons le bloquer à l'aéroport. Et soit il sera pris en charge là sur place, soit il va retourner chez lui aux frais de son propre pays. Et nous proposons, nous suggérons à l'État, à nos dirigeants, de faire payer le testing aux étrangers, parce qu'au moins on ne va pas subir tout gratuitement. Oui, je crois que le représentant du FDC, je lui tire un coup de chapeau sur les bonnes propositions, mais ils aiment trop marcher, je ne sais pas pourquoi ils sont agités. C'est vrai qu'ils cherchent à avoir une place, à être un ministre dans leur parti politique là, parce que depuis qu'ils cherchent là... ministre. Je ne sais pas, nous avons beaucoup de militaires et de cadres, je ne sais pas exactement. Donc je crois qu'il a fait de très bonnes propositions. Je crois qu'il faut garder, pour les Camerounais, il faut garder la foi, il faut garder espoir. Et c'est une maladie qu'il faut combattre, il faut continuer à être vigilant, il faut respecter les mesures barrières, il faut se faire vacciner. Et tout ça, c'est bon pour nous les Camerounais, parce que c'est pas bon si on peut transmettre la maladie ou si on peut facilement, n'est-ce pas, être contaminé. C'est ça, être contaminé. Donc voici le discours que nous tenons pour que
la Coupe d'Afrique puisse se passer dans de très bonnes conditions, il faut que nous puissions respecter ce que nos autorités ont décidé parce que nous sommes dans un État qui est gouverné. D'accord, Thierry aussi. Et je voudrais juste ajouter que nos solutions de cas, que ce soit celle de PE, de Monseigneur Preda, ont à la fois une valeur curative, mais avant une valeur préventive, parce que le vaccin, c'est à titre préventif. Et bien évidemment, les potions de Preda et de PE et les autres ont cette double vertu-là, à la fois préventive et une vertu curative. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a raté l'occasion de faire notre marketing médical. Parce que si on n'avait pas imposé le vaccin, des gens auraient bu des solutions locales, ils seraient allés faire des tests qui seraient négatifs, les auraient présentés à l'entrée et on les aurait admis dans les stades. Donc je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour la pharmacopée camerounaise et pour la pharmacopée africaine en général, le fait qu'on impose aux gens de se faire vacciner pour entrer au stade. Cette mesure ne profite qu'aux films occidentaux. Et c'est une honte pour les gouvernements africains. Merci bien. D'avoir laissé cela passer. D'accord. Thierry Toussi, et Kanyotou, Maurice Kemo et Son Majesté Patrick Marius, on donne d'avoir participé à cette émission. Donc, la rediffusion est prévue ce lundi entre 22h et minuit. Bon dimanche à toutes et à tous.